Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine. Écoutez, on a 4 sujets à vous proposer et les voici en images. On espère que ça va vous plaire et que ça va vous intéresser. Nous allons parler... Voilà, on va parler ce soir d'Emmanuel Macron. Le discours du président de la République, c'était lundi devant la conférence des évêques de France, n'en finit pas de faire des vagues. Emmanuel Macron a-t-il enterré la laïcité? Nous nous poserons la question. Et puis on va s'intéresser à la droite qui ne donne pas beaucoup de signes de vie en ce moment, mais où est la droite? Laurent Wauquiez, le président des Républicains, est extrêmement discret sur tous les grands dossiers qui pourtant ne manquent pas, la réforme de la SNCF ou le mouvement des facultés. Qu'est-il arrivé à l'opposition de droite? Vous nous donnerez votre point de vue là-dessus. On va aussi parler de l'évacuation des facultés, l'évacuation des occupants par les forces de l'ordre. Ça s'est passé hier soir à la Sorbonne. Est-ce qu'il faut accentuer ce mouvement et débloquer par exemple l'université de Tolbiac qui est occupée depuis 3 semaines. Et puis enfin, dernier sujet, les médicaments homéopathiques. Il y a une polémique là-dessus, il y a des médecins qui en attaquent d'autres en disant que ça n'a rien de scientifique tout ça. La ministre de la Santé, elle est plutôt pour les homéopathies. Et vous nous donnerez votre point de vue. Et on va bien sûr aussi écouter ceux des 4 invités de cette émission. Bonsoir Véronique Reissoult. Bonsoir. Vous êtes président de Dentsu Consulting. Vous êtes aussi l'un des chroniqueurs, l'une des voix du débat des grandes voix d'Europe 1. Bonsoir Reda Didier. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes le fondateur du think tank Graines de France. Vous avez aussi été conseiller au cabinet du ministre de la Ville, Patrick Caner. Donc ça, c'était sous François Hollande. Vous êtes proche des socialistes, on va dire, politiquement, vous vous situez ou... Je suis un social-démocrate, Vous êtes un tout à fait indépendant, jamais encarté au PS. Très bien. Guillaume Bernard, bonsoir. Vous non plus, vous n'avez jamais été encarté au PS. Ça, je vous le confirme. Voilà, donc vous êtes maître de conférence à l'ICES et votre dernier livre, La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, a été publié chez Desclés de Brouwer. Et bonsoir à Éric de Couty, le directeur délégué de Marianne. Votre magazine, cher Éric, fait sa couve cette semaine sur Emmanuel Macron, appelé le liquidateur des valeurs de gauche, si on comprend bien, puisqu'il y a un surtitre « À droite toute ». Et bien justement, ça nous a beaucoup intéressé cette couverture et notamment le dernier item, le liquidateur, Emmanuel Macron provoque les laïcs et cajole les catholiques. Et ben, on va y revenir sur ce sujet, ce sera même le premier thème abordé ce soir. Tout est parti, tout a commencé lundi dernier. Emmanuel Macron était au Collège des Bernardins à Paris devant la conférence des évêques de France et il a appelé chaleureusement les catholiques à s'engager dans le débat public. Souvenez-vous. Ce à quoi je veux vous appeler ce soir, c'est à vous engager politiquement dans notre débat national et dans notre débat européen. Car votre foi est une part d'engagement dont ce débat a besoin. Et parce que, historiquement, vous l'avez toujours nourri. Et cette déclaration a fait beaucoup réagir, notamment notre confrère Renaud Dely, le directeur de Marianne, qui explique dans son éditorial de cette semaine que appeler les catholiques à importer leur foi dans le débat public, c'est prendre le risque d'enflammer les esprits, au moment même où l'islam politique mène l'offensive pour asservir les consciences et réguler les affaires du monde. Éric de Couty, est-ce que comme notre confrère Renaud Dely, vous avez sauté sur votre chaise en entendant ces propos du président de la République ? Oui, on saute d'autant plus. Je trouve que c'est quelque chose de choquant. Et c'est d'autant plus choquant que Emmanuel Macron nous promet depuis la fin de l'année dernière un vrai discours sur la laïcité. On ne sait pas ce qu'il pense de la laïcité. On ne sait pas ce qu'il a à dire sur la laïcité. Et là, on a une sortie qui est quand même assez insensée dans un débat qui est enflammable. On a une sortie qui est considérable, qui dit on veut réconcilier, on va réparer le lien entre l'État et l'Église. Qui a été abîmée. Mais abîmée par qui? Par quoi? On ne comprend pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est les années précédentes? Moi, je vais vous le dire, moi. Non, mais est-ce que c'est... Pas tout de suite, Guillaume Bernard. Ça veut dire que sous le quinquennat précédent, donc c'est une remise en cause de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est extrêmement pervers. Est-ce qu'il aurait tenu ce discours-là devant les autres cultes? Sans doute pas. Et je trouve qu'il y a une irresponsabilité considérable de la part du président de la République.
Alors, évidemment, cette émission est la vôtre, puisque point de vue, c'est aussi, et d'abord vos points de vue à vous, chers internautes, vous vous exprimez sur le hashtag Figaro Live, hashtag point de vue, et Vivi nous donne son avis. Vivi nous dit, vous ne parlez pas autant de laïcité quand le président de la République va au dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, ou quand il va rompre le jeûne des musulmans. Que le président de la République aille devant l'Église catholique, aille devant le CRIF et qui parle au culte, évidemment, il est dans sa fonction. Personne ne peut contester là. Ça, c'est le propos qu'il tient. C'est le propos qu'il tient à l'égard au Bernardin. C'est le fond du discours. C'est pas du tout qu'il aille parler et qu'il aille discuter avec... Oh, évidemment, c'est incontestable. Guillaume Bernard, vous travaillez pour un établissement d'enseignement supérieur catholique. Oui. On demande son certificat de baptême à personne ici, mais peut-être que vous-même vous vous êtes senti concerné par cet appel aux catholiques. Moi, j'ai trouvé ce discours évidemment extrêmement intéressant. J'avoue que je ne partage pas l'opinion d'un certain nombre de personnes qui considèrent qu'il aurait renié la laïcité. Parce que de la laïcité, il y a différentes versions. Il y a la laïcité agressive de 1905, mais il peut y avoir une laïcité apaisée, après par exemple les accords avec Briand à partir des années 1920, et puis évidemment Aristide par exemple Briand. Aristide Briand, exactement. La laïcité apaisée que Emmanuel Macron a exposée là, dans ce discours des Bernardins, c'est l'idée qui consiste à dire l'État est neutre, l'ordre public est un ordre dans lequel il y a un monopole du pouvoir politique, il l'a maintenu, il l'a réaffirmé, simplement, dans l'ordre social, il peut y avoir l'expression des religions. Il n'a dit que cela. Et alors pour le coup, j'avoue que je trouve absolument extraordinaire que, parce qu'il laisse un strapontin à la religion catholique, qui est quand même la religion qui a façonné le corps social français, il dit qu'il y a la part catholique de la France. S'il n'y avait pas eu le catholicisme avec Clovis, il n'y aurait pas eu de réunification de la Gaule romaine au nom et pour le compte du catholicisme, il n'y aurait pas eu de France. Donc, si vous voulez, le fait de considérer que le catholicisme n'est qu'une part dans l'identité de la France, c'est quand même la moindre des choses que l'on puisse dire d'un point de vue historique. Donc, par conséquent, honnêtement, il a tenu un discours qui est assez, finalement, qui ressemble assez à ce que Nicolas Sarkozy auparavant disait, c'est-à-dire la laïcité positive. En revanche, si vous me permettez, je m'interromprai après. En revanche, il y a une chose qui me paraît parfaitement, je dirais, ahurissant. C'est pas tellement que Macron tienne ce discours-là, un discours relativiste dans le fond. Hein. Je vous rappelle qu'il a quand même dit que l'Église était source d'incertitude. Je cite, source d'incertitude. Ce qui est extraordinaire, c'est que des prélats catholiques aient applaudi à ce discours. Que des prélats catholiques aient pu accepter que, eh bien, dans le fond, parce qu'on leur offre un strapontin social, eh bien, ils doivent accepter de renoncer à leur ambition à dire la vérité. Vous dites quoi? C'était pas assez Emmanuel Macron Qu'est-ce que vous critiquez dans le propos d'Emmanuel Macron? Me semble-t-il, il a préparé le fait qu'il va tenir le même type de discours aux diverses religions, un discours relativiste qui consiste à dire dans la société, les religions peuvent s'exprimer, mais elles ne font que participer au débat public, mais elles ne constituent pas l'essence de l'ordre public. Et je suppose que parce qu'il y a des enjeux de financement, l'Église est exsangue financièrement, plus personne ne va à la messe, donc il n'y a plus de deniers du culte. Et de l'autre côté, il y a la question du financement de la construction des mosquées. Je le soupçonne très sincèrement de vouloir envisager de mettre en place un financement certes privé, mais canalisé par l'État dans le cadre de l'impôt sur le revenu, comme ça existe en Allemagne. C'est-à-dire que les personnes déclarent sur leur impôt, sur leur déclaration d'impôt, s'ils veulent faire un don défiscalisé à tel ou tel culte. Et ça, c'est un moyen de canaliser les religions, de faire un financement privé, tout en ayant une supériorité de l'État vis-à-vis de ces religions. Et c'est exactement ce qu'Emmanuel Macron a dit. Donc en ça, effectivement, ce serait une remise en question de la laïcité, en tout cas d'un point de vue du financement des religions. Non, ça serait un financement privé. Oui. C'est les personnes privées qui donnent de l'argent, mais c'est organisé par l'État. Voilà, d'accord, très bien. Donc l'État a quand même son rôle à jouer là-dedans. On vous a interrogé, selon vous, est-ce qu'Emmanuel Macron a enterré la laïcité avec son discours lundi soir au Collège des Bernardins? Alors, évidemment, ce n'est pas un sondage, parce que c'est sur la base du volontariat. La réponse, elle est plutôt non. Donc voilà, vous pouvez continuer à vous exprimer. Nous allons écouter le point de vue de Reda Didi. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous réjouit? Est-ce que ça vous laisse indifférent, ce retour de la religion dans le débat public? Moi, je suis assez d'accord avec les propos qui ont été tenus par le camarade en face de moi. Je pense que Éric de Couty. Éric de Couty,
la vision d'Emmanuel Macron sur la question de laïcité n'a pas été assez développée. On ne sait pas en fait quelle est sa vision sur la laïcité. Et donc il y a des sorties comme ça au coup par coup où il nous dépeint un tableau mais où on n'a pas la vision globale de ce que lui pense et où il veut nous emmener sur cette question de laïcité. Moi je suis un fervent défenseur de la séparation de l'Église et de l'État, la loi de 1905, qu'il faut regarder, et que le pouvoir religieux reste spirituel et que le pouvoir politique s'occupe du temporel. À partir de là, le ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, a droit à des rapports avec les différents cultes, et il le fait, par le biais des questions qui vous ont été posées par vos internautes. C'est assez juste, il va au dîner du CRIF, il rompt parfois le jeûne avec des musulmans, mais ça ne veut pas dire qu'il s'implique et qu'il demande à une partie de la population française qui est croyante, et notamment les catholiques, de s'investir un peu plus en termes politiques. Là, je pense qu'il y a eu... Je ne pense pas qu'ils remettent en question toute la laïcité, j'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, il les gratine légèrement. Il les gratine surtout à un moment où la définition de la laïcité, dans la tête des Français, dans leur ensemble, n'est pas très claire. Voilà, elle n'est pas très claire auprès des professionnels. Je parle notamment de l'éducation nationale, des parents, des enfants. Il nous reste encore à éclaircir réellement ce propos de ce qu'est la laïcité, le définir. Et là, on vient encore apporter un peu de flou. Alors, peut-être que ça... Non, je vous donne la parole après, mais comme c'est pas très clair apparemment la vision de la laïcité d'Emmanuel Macron, eh bien pour éclaircir les choses, écoutons Emmanuel Macron qui, ce même lundi, a donné sa définition, ou plutôt sa non-définition de la laïcité. Regardez. Reconnaître les uns n'est pas diminuer les autres. Et je considère que la laïcité n'a certainement pas pour fonction de nier le spirituel au nom du temporel, ni de déraciner de nos sociétés la part sacrée qui nourrit tant de nos concitoyens. Voilà, comme on n'est pas dans une faculté de théologie, on ne va pas forcément décrypter tout ça, mais je voulais porter cette pièce au dossier avant d'écouter Éric de Coutty, puis Véronique Reissoult, qui n'a pas encore parlé. Un mot, quand on parle de laïcité, la complexité de la laïcité, et vous disiez là tout à l'heure, une laïcité agressive, on ne sait pas. Non, d'ailleurs c'est Emmanuel Macron qui a employé à un moment à peu près les mêmes mots, c'est-à-dire il y en a même qui parlent de laïcard, on sait d'où ça vient. La laïcité, elle est assez simple, elle est définie par la loi de 1905. La loi de 1905, la laïcité, c'est pas une laïcité agressive, c'est la laïcité. C'est la laïcité, c'est les fondements de la laïcité. Alors après, qu'elle vous déplaise, c'est autre chose. Mais en tous les cas, les fondements, la loi de 1905, c'est elle définit la laïcité. Donc après, qu'elle vous dérange et qu'un certain nombre de gens veuillent la refonder, mais elle pose là, il y a une laïcité agressive ou modérée. Si, il y a une laïcité agressive. Les biens nationaux, les biens de congrégation sont restés propriété publique. Article 12 et article 13 de la loi de 1905. On ne peut pas réduire la laïcité aux deux premiers articles de la loi de 1905, la neutralité de l'État, la fin de la reconnaissance de la religion par l'ordre public, ou, je dirais, le non-paiement des ministres du culte. Il faut parler de tous les articles, de l'article 4, qui prévoyait notamment, ce qui a expliqué la position du pape Pie X, l'article 4 qui prévoyait que les associations qui seraient affectataires des biens, des lieux de culte, seraient, je dirais, je sais que c'est compliqué, pardonnez-moi, donc que les associations seraient des associations à l'origine, ce qui était prévu, et ce qui a été modifié par les accords de 1920, seraient des associations de fidèles qui décideraient à qui elle confierait le ministère du culte. L'article 12 et l'article 13 maintiennent la propriété publique des lieux de culte. Ouais. Moi, je veux bien la loi de séparation. Très bien. Dans ce cas-là, qu'on rende à l'Église les biens nationaux et les biens des congrégations qui ont été volés à la Révolution française et en 1900. On remonte encore plus loin. On ne va pas refaire toute l'histoire. On va écouter. Si vous voulez la séparation, dans ce cas-là, vous rendez les biens dont vous êtes restés propriétaires. On va écouter Véronique Reissoult. Est-ce que les réseaux sociaux sont aussi enflammés que ce plateau sur ce sujet, chère Véronique ? Exactement aussi enflammés que ce plateau. Il y a des internautes qui sont parfaitement d'accord avec M. Bernard, qui disent exactement la même chose. Alors, ils ne sont pas aussi pointus que vous sur l'ensemble des articles de la loi, mais globalement, ils ont retenu les deux premières parties. Plus sérieusement, c'est un sujet qui concerne énormément l'opinion
public. C'est un sujet qui les inquiète souvent. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas compris ce qu'est la laïcité, parce qu'ils ont une définition relativement claire. Par contre, ils se posent des questions sur la réalité de ce que M. Macron a envie de faire. Et après, sur ce discours, plus spécifiquement, ça a beaucoup fait parler, parce qu'il y avait plus de 110 000 messages, donc on peut dire que ça a beaucoup fait parler. Mais ça a été très clivant, un peu comme la discussion qu'on a là. C'est-à-dire que c'est difficile de réunir et il n'y a pas d'entre-deux. On l'est ou on ne l'est pas. Ce qui était aussi frappant, c'était de voir le sujet des catholiques qui s'expriment rarement sur les réseaux en tant que catholiques, en dehors des espaces, pas réservés, mais il y a des lieux où on parle plus facilement entre soi. Et là, ils étaient assez contents. Ils avaient l'impression que pour une fois, voilà, on parlait d'eux de façon positive. Ils ont été un peu choqués, comme vous. Donc peut-être que c'était les mêmes sur le fait que, effectivement, l'Église ait applaudi. Ça faisait partie des commentaires un peu négatifs des catholiques, mais sinon, globalement, on va dire qu'ils étaient contents d'avoir une place dans ce débat, ce qui n'est pas si fréquent que ça, allez s'entendre. Alors, moi, je vous donne des commentaires qui viennent de nos internautes. Régine nous dit, en fait, Macron cherche des voix parce qu'il est en baisse dans les sondages et ne sait plus quoi faire. Lo qui nous dit, la gauche est hystérique dès qu'il s'agit de religion. One Shout qui nous dit, le problème du discours, ce sont les dessous et les sous-entendus. Pour la réforme de l'islam de France, c'est très ambigu. Michel nous demande si on va avoir arrivé un nouveau concordat. Et puis, Maryse nous dit, le président Macron a enterré plus que la laïcité. Je pense même qu'il oublie parfois que nous avons fait la révolution de 1789. Ça, c'est un spécial Guillaume Bernard. Et Lo nous dit, on fait la chasse aux islamistes. Pourquoi ne pas faire la chasse à d'autres extrémistes, les ultra-laïcs? Bon, une fois, moi, je donne mon avis, parce que j'ai écrit un éditorial pour dire que, effectivement, les catholiques n'avaient pas l'habitude qu'on les traite avec autant d'égards, donc pour eux, c'était quand même une bonne surprise. Deux, qu'ils admettaient parfaitement la différence entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux, et qu'on pouvait être laïque sans forcément renvoyer la religion dans la sphère privée. Après, c'est vrai qu'il y a un sujet, c'est que dans l'islam, il y a un certain nombre de tendances qui considèrent que l'islam, c'est aussi une organisation politique, et donc cette distinction est peut-être moins évidente pour des musulmans que pour des catholiques. Voilà, c'est un point de vue. Pour une fois, je vous donne le mien. Et je vous propose de parler maintenant d'un autre sujet qui peut-être bouleverse un peu moins les gens, qui sait, la droite française, l'opposition, les républicains. Il y a un certain nombre de gros dossiers en ce moment dans notre vie publique, la réforme de la SNCF, l'occupation des facs, on pourrait en citer quelques autres. La droite est extrêmement discrète, à commencer par le président des Républicains, Laurent Wauquiez. Ce matin, on a demandé des nouvelles de M. Wauquiez à Christian Jacob. Christian Jacob, c'est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, et voilà sa réponse. Où est passé Laurent Wauquiez? Oh bah écoutez, c'est gentil d'abord de penser à lui, ça me fait plaisir. Bah non, mais on a une actualité nationale très forte. Je suis sensible. Faites-lui confiance pour intervenir le moment venu. Vous savez, le rôle du chef de l'opposition, c'est effectivement d'avoir la parole rare. Oui, puis surtout une parole qui compte, et on peut lui faire confiance. On est pour le moment, nous, dans le débat parlementaire. Donc le président de groupe, c'est normal que l'on soit sur tous les textes. Ensuite, Laurent Wauquiez, faites-lui confiance. Il ne fait pas un métier facile tous les jours, Christian Jacob. On n'aimerait pas forcément être à sa place. Reda Didi, comment est-ce que vous expliquez cette discrétion de la droite, de l'opposition de droite? Moi, j'ai une explication qui est toute simple, c'est qu'en fait, peut-être que finalement, Emmanuel Macron fait la politique qu'ils auraient fait à sa place, et que donc, ils n'ont pas trop envie ni de critiquer, ni d'approuver. Très compliqué en fait. Ce qu'avait théorisé Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, de faire imploser la droite, il réussit à le faire aujourd'hui. Il prend tout l'espace. Je me souviens, je crois, d'échanges SMS entre François Fillon et Emmanuel Macron. François Fillon disant « tu viens sur mes plates-bandes », Emmanuel Macron lui disant « non, mais je vais y être complètement ». Et là, on voit bien qu'il est très compliqué pour un Laurent Wauquiez d'exister politiquement face à la politique que mène aujourd'hui Emmanuel Macron, tant économique que social aujourd'hui. Éric de Coutty, on va revoir la couverture de votre magazine, parce qu'en fait l'explication c'est peut-être celle-là, c'est que on n'entend plus la droite, enfin si on l'entend parce qu'elle est à l'Élysée. Oui, mais évidemment, c'est parce qu'une partie, c'est ça une vous question, l'avez dit, c'est pas une affirmation. mais je pense que ça suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la droite, dans ce qu'il en reste aujourd'hui, elle est totalement émiettée. On l'a déjà dit ici. Ce que pense la droite,
On n'en sait rien, parce qu'il y a des droites, même dans ce petit morceau de la droite classique, il y a plein de petits morceaux. Il y a plein de gens qui pensent différemment entre eux. Donc il n'y a pas de discours univoque. Donc c'est d'autant plus difficile. Il y a une politique de droite pour l'essentiel, qui est menée à l'Élysée, et puis il y a une droite qui est émiettée avec des gens qui pensent très différemment. Se rajoute là-dessus, c'est que Laurent Wauquiez porte le fardeau, il va le porter longtemps, le fardeau de ses propos à l'école d'ingénieurs de Lyon, à l'école de commerce, qu'il a profondément discrédité. Et je trouve que la cure de silence... on n'est pas sincère quand on parle aux médias. S'il avait dit que ça, c'est toute sa parole qui s'est discréditée. Donc je pense qu'il se paye une cure de silence pendant quelque temps. Pour lui, ça n'est pas malsain. Guillaume Bernard, est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que la droite est aujourd'hui au pouvoir en France, à l'Élysée, avec Emmanuel Macron? Alors, ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron couvre un spectre politique qui va du milieu de la gauche au milieu de la droite, ce n'est pas parce qu'il a réalisé la grande coalition libérale, libertaire, ou du moins du libéralisme économique et du libéralisme sociétal, qu'il est forcément de droite. On peut être positionné à droite sur le spectre politique sans être philosophiquement de droite. Et donc ce qui piège la droite, ou du moins ceux qui sont supposés être véritablement de droite, eh bien c'est qu'en fait ils confondent les libertés des corps sociaux, libertés économiques, libertés sociales, qui sont effectivement philosophiquement de droite, avec le libéralisme, qui lui est une philosophie politique et une philosophie économique, qui elle, est originairement de gauche. Je vous renvoie aux travaux de Jacques Julliard en particulier, et c'est sans doute l'ouvrage le meilleur sur la question, libéralisme qui a glissé au centre au XIXe siècle, qui s'est retrouvé à droite, sur la droite du spectre politique au XXe siècle, dans le cadre, je dirais, de la situation d'un affrontement Est-Ouest, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, mais libéralisme qui est originaire de gauche, originairement de la gauche. Le seul moyen pour la droite de devenir de nouveau audible, eh bien, c'est de repousser Emmanuel Macron à gauche en faisant comprendre que le libéralisme était de gauche, qu'il a été à un moment classé à droite, mais qu'il doit retourner à gauche. Mais par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron prend comme mesures qui sont de gauche? Mais et sur laquelle des mesures, mais en fait, libéraliser par exemple la SNCF, pour vous, alors oui, c'est de gauche. C'est d'une certaine, mais oui, parce que vous assimilez le libéralisme et le socialisme. Je vous rappelle qu'il n'y a pas identité entre la gauche et le socialisme. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, le socialisme, il est quoi? Il est réformiste ou il est révolutionnaire? Le socialisme, il est collectiviste ou il n'est pas collectiviste? Mais oui, vous comprenez bien. Or, il ne faut pas assimiler la gauche et le socialisme. Dans les familles politiques de gauche, il y a notamment le socialisme, mais il y a aussi, par exemple, la famille politique radicale, Clémenceau. Au début de la Troisième République, le radicalisme était à l'extrême gauche, c'était une famille politique libérale. Elle s'est finie et elle a évolué sous la pression du développement des socialistes pour finir au centre-gauche. Mais le libéralisme est idéologiquement de gauche. Merci. On a posé la question à nos internautes. Avez-vous l'impression que la droite française est actuellement absente? Eh bien, les 3/4 disent oui, ce qui paraît un constat assez juste. Quant à Alexandre, il nous dit « Je préfère qu'on entende moins la droite et qu'elle travaille sur un projet plutôt que de parler pour ne rien dire. » Véronique Reissoult, vous ne parlerez pas pour ne rien dire. Non, alors déjà, je peux vous dire qu'effectivement, elle est absente. Si on regarde juste les volumes, on ne parle pas du tout de la droite. Si on regarde juste les leaders d'opposition, pour vous donner une idée, Laurent Wauquiez a eu 14 000 messages cette semaine. C'est pas beaucoup. Marine Le Pen, 47 000. Ah oui. Jean-Luc Mélenchon, 44 000. Donc on peut commencer à dire qu'on ne parle pas tellement de lui. Et il faut penser aux militants et aux sympathisants, mais surtout aux militants LR qui sont désespérés parce qu'ils aimeraient bien avoir des théories qu'ils pourraient partager, ils aimeraient bien avoir des messages, et en fait, ils savent pas que dire, ils sont un peu embêtés, donc même eux, on les entend pas tellement, ils sont un peu entre deux, donc oui, elle a disparu, et c'est compliqué. Alors la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a le PS qui permet toujours de se remonter le moral, et donc en termes de visibilité, voilà, donc en termes de visibilité, c'est pire, mais bon, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle pour les militants. Mais si vous permettez un mot, on l'a vu cette semaine, justement après la sortie d'Emmanuel Macron, notre débat précédent, il y a un certain nombre de leaders de droite qui sont venus réagir successivement aux différents micros. Ils ont tous abondé, pour l'essentiel, dans le sens d'Emmanuel Macron. Donc c'était, aux quelques moments où ils avaient l'occasion de s'exprimer, ils montraient leur convergence et aucune divergence. Alors, y compris sur la SNCF, on a retrouvé à peu près la même chose sur la SNCF. Donc effectivement, peut-être que la droite
parle pas beaucoup, parce qu'elle a du mal à exprimer des différences face à Emmanuel Macron, peut-être aussi parce qu'elle n'a pas envie de parler des sujets qui fâchent, notamment celui des appels du pied qui sont faits par la droite de la droite, le Front National, le Nicolas Dupont-Aignan, pour une espèce d'alliance. Alors, il y a un responsable de droite, ancien ministre, ancien député des Républicains, Thierry Mariani, qui dit que lui, ça l'intéresserait éventuellement de se rapprocher du FN, pourquoi pas pour une liste européenne. Et bien là encore, Christian Jacob était à la manœuvre ce matin. À partir du moment où il y a le moindre engagement, la moindre union avec le Front National, Thierry Mariani, moi je le regretterais beaucoup, mais n'a plus sa place chez nous. C'est clair, c'est net, c'est sans ambiguïté, c'est à lui de prendre ses décisions, mais encore une fois, il parle pour lui et lui seul. Les troupes de Thierry Mariani, il les a le matin en se regardant devant la glace. Voilà, Christian Jacob était ce matin chez le confrère d'Europe 1. Guillaume Bernard, est-ce que c'est vrai que les gens des Républicains qui sont tentés par une alliance plus à droite, ils sont aussi peu nombreux que le dit Christian Jacob ? À la tête des Républicains, sans doute, à la base, ils sont beaucoup plus nombreux. Et je crois qu'en fait, ce que les hommes politiques ne comprennent pas, c'est qu'ils continuent à raisonner en termes d'appareil, en termes de combinaison de partis. La droite qui, elle, pourrait être audible, c'est une droite du terrain, c'est une droite du tissu social, c'est une droite des élus locaux et une droite des militants qui, elle, aspire effectivement non pas à des combinaisons politiciennes, mais à une unité sur la base d'une plateforme commune, c'est-à-dire sur la base de valeurs communes, sur la base d'un programme commun. Et ça, cette droite-là, eh bien, pour l'instant, elle n'émerge pas encore, mais elle est en passe d'émerger, ou disons, elle essaye de poindre, avec notamment ce qui est sorti chez vos confrères de Valeurs Actuelles, l'appel d'Angers. C'est-à-dire l'idée, n'est-ce pas, que des personnalités venant de différents partis politiques, des militants, etc., peuvent se réunir, non pas en faisant des alliances d'appareils, mais en créant une mouvance, un mouvement, une dynamique qui, elle, s'appuie sur des valeurs communes. Il y aurait un programme commun, vous croyez à un programme commun entre le Front National et les Républicains ? Eh bien voilà, entre le Front National et les Républicains, non. Non. Bien sûr que non. Mais en revanche, entre des personnes venant de ces diverses organisations qui abandonneraient leurs différents partis pour constituer une nouvelle organisation qui, elle, ferait l'unité politique de la droite, ça, en revanche, je crois que c'est tout à fait envisageable. C'est clair que Reda on Didier. voit dans le... Moi, juste sur la question, on parle là des militants, en fait, qui seraient plus ouverts à... parce qu'il me semble que la base politique, les votants de droite, je ne suis pas sûr que si on faisait le calcul, ils n'y perdraient pas plus dans ce type d'alliance que de gagner des voix. Il faut aller au profondeur des choses. Les militants, ils font pas forcément ces calculs-là. Non, mais les militants sont toujours un peu plus à droite, comme ceux de gauche sont un peu plus à gauche, de toute évidence. Que les patrons. On l'a vu au PS, que les patrons et que les citoyens qui votent pour eux, parce qu'ils sont plus motivés. de toute évidence. Après, c'est là où je voulais justement préciser le propos. Il me semble que si on avait ce type d'offre politique en France, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les Républicains ils perdent pas une partie de leurs votants. En fait, c'est juste que rien que dans le vocabulaire que vous utilisez, vous dites ce type d'offre. En fait, ce qui a changé, c'est que c'est ce type de demande. En fait, ce qui change, c'est qu'on voit l'opinion. La base. C'est la base. Et par la base, il y a bien sûr les militants qui sont un peu plus remontés, mais même les sympathisants. En fait, c'est une logique de demande. C'est eux-mêmes qui s'organisent en disant, mais en fait, on n'a pas forcément toujours besoin des partis. Et ils sont plus dans une logique, plutôt qu'on nous offre quelque chose, ils demandent quelque chose. Ouais. Militants et sympathisants. Je crois assez à ce mouvement-là. Alors, Je pense que vous avez raison. Et je pense que c'est aussi le grand rêve d'Emmanuel Macron. Ça, si ce mouvement-là prend cette forme-là, qui revient à liquider les Républicains dans leur forme actuelle, après avoir liquidé le Parti Socialiste, donc finalement on arrive à cette fameuse force centrale extrêmement large, qui est En Marche ou autre chose, en tous les cas Emmanuel Macron, et puis avoir deux pôles radicaux, les Insoumis, et cette force-là. Je pense que cette réalité-là que vous décrivez, qui je pense a quelques consistances, eh ben, ce sera la concrétisation du grand rêve d'Emmanuel Macron entamé au début de l'année dernière. Oui, mais justement, c'est aussi par la présence d'Emmanuel Macron que le peuple de droite, pour dire les choses rapidement, envisage cette unité contre Emmanuel Macron. Pour repousser un peuple de droite, si vous voulez. Une partie de la droite. D'accord. Mais enfin, en tout cas, si vous voulez, jusqu'à présent, vous aviez des jeux d'appareils. Or, à partir du moment où aucun des appareils, que ce soit le Front National ou LR, ne sont en capacité, surtout séparés, de gagner, une partie du peuple de droite, lui, envisage l'idée de se passer de ces partis
pour justement constituer une dynamique du même type que Macron a été une dynamique sans parti politique, une dynamique qui créerait une mouvance politique qui pourrait à terme aboutir à un parti. On a produit un certain nombre de reportages qui montrent ça, effectivement, une demande d'un certain peuple. Après, effectivement, est-ce que c'est une telle offre politique serait condamnée à l'opposition? C'est un autre point de vue d'internaute pour terminer cette partie de notre émission. Marianne qui nous dit « La gauche a disparu à un tel point de la pensée politique que la routine centre-droit est confortablement installée au pouvoir. » Et Alexandre nous dit « La droite doit être libérale conservatrice, pas étatiste conservatrice comme le veut Wauquiez. » Alors ça mériterait un autre débat que malheureusement on n'aura pas parce que le temps nous manque. On va passer sur une actualité plus immédiate avec la situation dans les facultés. Il y a à peu près une dizaine de facs qui sont bloquées en France, ou bien totalement, ou bien partiellement. Jusqu'à présent, il y a eu peu d'interventions policières, sauf hier soir, où les CRS sont intervenus à la Sorbonne pour dégager l'université. Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce qu'il faut faire évacuer ces facs par les forces de l'ordre? On va se poser la question. Je vous propose d'avoir un point de vue d'abord, celui d'Éric Coquerel, qui est député de Seine-Saint-Denis, député La France Insoumise. Pour lui, la répression, c'est une très mauvaise idée, et voici pourquoi. Ce gouvernement ne retient aucune leçon de l'histoire. Comment beaucoup de mouvements étudiants se sont lancés? C'est, bien sûr, il y a une réforme contre laquelle on s'oppose, mais souvent, c'est quand tout d'un coup, on utilise la répression. Pourquoi? Parce que le copain de la fac qui se dit « Tiens, est-ce que je vais faire grève? Je ne suis pas sûr. » C'est vrai que la pression sociale est plus forte. Le jour où tout d'un coup, il y a des matraques envoyées sur son copain d'à côté, il se met en mouvement. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir des AG de 200, 300, 400 personnes, c'est maintenant 1000, 2000 personnes. Donc, je pense qu'il est en train de se passer quelque chose de profond dans ce pays. Et on ne l'arrêtera pas en évacuant la Sorbonne. Alors les AG, ce sont les assemblées générales. Éric Coquerel est peut-être plus familier de ce genre d'organisation que tous ceux qui nous regardent. Reda Didier, est-ce que vous pensez que ça a assez duré, ces blocages? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui, eux, aimeraient bien travailler, passer leurs examens et qui ne peuvent pas rentrer. Oui, j'entends ce point de vue. En même temps, moi, je suis un fervent... Nous, tous les jours, ce qu'on essaye de faire, c'est de recréer du lien entre les citoyens et le politique. C'est-à-dire recréer de la confiance à un moment où on se dit que les citoyens se désengagent de la sphère politique, n'a plus confiance dans ces politiques ou autres. Et on se dit que tous les moments de politisation, donc des jeunes esprits qui se politisent comme ça, sont des choses à prendre. Et en même temps, on entend, puisqu'on est à l'ère du en même temps, on entend ces étudiants qui voudraient bien passer leur diplôme dans des conditions tout à fait convenables. Il faut trouver un juste milieu. Moi, j'ai pas de réponse. Je suis pas un fervent. Je suis pas un fervent soutien aux interventions. Je pense que ça, à un moment où on est à un âge où on veut se politiser, on interroge la démocratie, on interroge le monde politique, on veut prendre ses décisions, avoir ce type d'intervention là et pas toujours ce qu'il y a de plus fin. Donc, et vous ne serez peut-être pas complètement surpris, vous n'êtes pas exactement sur la ligne des internautes du Figaro, puisqu'on leur a posé la question. Depuis ce matin, c'est la question du jour posée sur lefigaro.fr. La police doit-elle évacuer les occupants? Alors là, on parle de Tolbiac. Tolbiac qui est bloqué depuis plus de 3 semaines. Et alors là, c'est un oui. Oui, sur 12 000 votants. Donc c'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas un sondage, puisque c'est sur la base du volontariat, mais quand même, ça dit quelque chose de l'époque. Et vous, Éric de Coutty, est-ce que si vous étiez ministre de l'Intérieur ou des universités, vous appelleriez les forces de l'ordre? Déjà, l'évacuation de la Sorbonne, c'est emblématique. La Sorbonne, je crois que depuis 1968, n'a jamais été occupée. Donc ça a une explication historique, en quelque sorte. Surtout au moment de l'anniversaire, la Sorbonne est évacuée. Et donc... Surtout, je vous coupe une seconde, parce que dans les locaux de la Sorbonne, il y a la chancellerie des universités. Oui. Donc symboliquement, c'est très fort. Pardon, c'est très fort. Donc c'est pour tout ça que l'occupation de la Sorbonne n'était pas possible. Le pouvoir ne peut pas accepter l'occupation de la Sorbonne. Non, mais ça... Et oui, là, ça... Personnellement, mais bon. Donc après, non, moi je pense que effectivement l'utilisation de la matraque, qui pour l'instant a été contenue, mais la situation, il y a des groupuscules, il y a des situations très particulières. Je pense qu'il faut que le ministre trouve une solution. Si on peut trouver une solution par le dialogue, par la discussion, je pense qu'elle sera
Guillaume Bernard, rassurez-nous, à l'ICES, il n'y a pas d'occupation. Non, d'ailleurs, j'invite tous les étudiants qui veulent passer une bonne année universitaire à venir chez nous. Et oui, comme ça, ils viendront dans une vraie université libre. Bon, trêve de plaisanterie. Ah, mais on me tend une perche, je la prends. Non, j'avoue très sincèrement que ma première réaction, c'est quand même celle, je dirais, de la défense du lieu qu'est l'université, qui doit être un lieu inviolable, parce que c'est le lieu des libertés, le lieu de la liberté de la recherche et le lieu de la liberté de la pensée. Et donc par conséquent, la présence de la police dans une université, je sais que ça vous étonne un peu, honnêtement, moi, franchement, ça ne me satisfait pas complètement. Le problème, c'est que le lieu, il est d'abord violé par des activistes qui empêchent d'autres étudiants de travailler sereinement. Et c'est quand même ça le fond du problème. C'est-à-dire que on n'est même pas, si vous voulez, comme chez Rousseau, où la majorité a le droit d'écraser la minorité. On est là dans le cadre d'une minorité qui veut imposer ses vues à la majorité. Ça me fait penser, on parlait tout à l'heure justement de la laïcité de la Révolution, ça me fait penser aux révolutionnaires qui voulaient imposer la liberté et qui du coup interdisaient les vœux monastiques. Voilà. Très sincèrement, je crois qu'il faut laisser les étudiants qui veulent travailler, que donc par conséquent, effectivement, il vaut mieux débloquer les universités. Eh bien, une fois n'est pas coutume, Guillaume Bernard est sur la même ligne que le président de la République. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron hier chez nos confrères de TF1. Qu'il y ait du débat, c'est une très bonne chose. Je constate quand même que dans beaucoup d'universités occupées, ce ne sont pas des étudiants, mais ce sont des agitateurs professionnels. Les professionnels du désordre dont parlait Michel Audiard. Donc, les professionnels du désordre, ils doivent comprendre que nous sommes dans un état d'ordre. Et les étudiants, ils doivent comprendre une chose, c'est que s'ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser, parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat dans la République. Véronique Reissoult. Ai-je besoin de vous dire que cette expression a été adorée. Ouais. Les diplômes en chocolat. Oui, ça, les gens ont adoré. Non, plus sérieusement, vous posiez la question de, finalement, les jeunes, est-ce qu'ils s'intéressent à la politique, est-ce que ces sujets les concernent? Pour vous donner une idée, il y a à peu près plus de 400 000 messages sur juste cette semaine, avec 54 000 personnes qui s'expriment, qui ont émis ces messages. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui concerne beaucoup, beaucoup de gens. Quand on regarde ce qui se dit, alors vous allez me dire c'est assez logique parce que les jeunes sont sur les réseaux sociaux et qui s'expriment et que c'est un moyen de s'organiser aussi, c'est un moyen de se donner des consignes, c'est devenu une habitude. Et d'ailleurs eux-mêmes l'expliquent à chaque fois qu'ils sont interviewés que les réseaux sociaux sont un bon moyen pour se renseigner. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder finalement quels sont les mots les plus cités dans l'ensemble de ces messages et on s'aperçoit que c'est pas si positif que ça. Plus exactement, en fait, il y a une énorme interrogation, y compris des étudiants, sur pourquoi. En fait, on voit que les mots les plus cités, c'est sélection injuste ou Parcoursup. Donc, en fait, les deux pendant. Et en fait, ils disent, mais en fait, on ne comprend pas vraiment le sens de ce combat. Si c'est un combat plus large pour dire qu'on n'est pas content globalement de ce qui se passe dans le pays, pourquoi pas. Mais sur les universités, on sent que les gens sont assez perdus. Il y a évidemment le sujet des examens, pas en chocolat, mais la préoccupation pour beaucoup de est-ce que je vais pouvoir passer mon année. Et puis, le mot Notre-Dame-des-Landes ressort beaucoup dans les messages aussi sur les universités, avec un parallèle sur le sujet des activistes, ou en tout cas le sujet de le sentiment que c'est une petite minorité qui s'excite. Et après, quand on regarde est-ce qu'ils ont trouvé qu'hier soir c'était une bonne idée, finalement, ils rejoignent un peu votre propos qui est de dire ça serait mieux quand même que la police n'intervienne pas, ça serait mieux quand même qu'on ne pousse pas dans ce sens-là. Donc globalement, sur l'ensemble des messages, ils ne sont pas forcément favorables à l'intervention de la police, mais ils ne sont pas non plus forcément favorables à l'ensemble de ces blocus, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas. Je vous livre quelques points de vue qui nous sont donnés sur Internet, sur le site du Figaro, ou sur Facebook ou sur Twitter. Jean qui nous dit « Laissons ces assemblées générales pourrir toutes seules ». One Shout qui nous dit « Rien qu'à la fac de Toulouse, 400 000 € de dégradation et sûrement plus ». Tandis que le droitiste nous dit « Pourquoi la sécurité des étudiants passant leur partiel n'est-elle pas assurée ?» Éric Descoutiers, que pensez-vous de l'argument consistant à dire ce ne sont pas des étudiants comme les autres, mais c'est une petite minorité d'extrême gauche qui organise ces mouvements, et donc ça n'est pas démocratique, et donc il peut être légitime de vouloir les interrompre. C'est une réalité, mais c'est pas que. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On a fait une série de reportages dans le journal cette semaine où on voit effectivement ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que les étudiants, même les grévistes, ils mélangent plein de choses. Ils parlent de Notre-Dame-des-Landes. Alors, il y a un noyau d'activistes, il y a un noyau de gens qui sont très politisés, même y compris qui viennent de l'extérieur.
en tous les cas qui sont agités par l'extérieur. C'est une réalité, mais c'est petit. Et puis, il y a à côté des gens, des gamins, hein, sans que ce soit du tout péjoratif, et qui mélangent tout. Il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a la politique d'Emmanuel Macron, il y a tout un tas de choses qui se mélangent et qui font que ce n'est pas seulement une colère contre une réforme, comme on l'a vu à d'autres moments. Je laisse le dernier mot, la dernière question à l'artichaut. C'est probablement un pseudonyme qui nous dit « Et le chien de Tolbiac a voté quoi finalement ?» Et si la régie peut le faire, on va revoir ces images absolument extraordinaires. Vous savez, il y a eu une assemblée générale avec une conférence de presse d'étudiants grévistes à Tolbiac et au milieu d'entre eux, il y avait un chien qui était le chien d'un des leaders du mouvement. Et en fait, tout ça a donné l'occasion pour les adversaires de ce mouvement de le tourner en dérision. Le chien de Tolbiac étant devenu une grande vedette. Il a même été rebaptisé Guevara par un tweetos facétieux. On parle d'un dernier sujet qui n'a vraiment rien à voir. Les médicaments homéopathiques. Alors il y a une polémique en ce moment sur l'efficacité des médicaments homéopathiques, sur le fait de savoir est-ce qu'il faut les rembourser ou pas. Alors tout est parti, comme c'est souvent le cas, du Figaro, puisque le 19 mars dernier, il y avait une tribune dans le Figaro, 124 professionnels de santé, dont un nombre important de médecins, qui dénonçaient ce qu'ils appelaient les médecines alternatives, en disant qu'elles n'avaient rien de scientifique, l'homéopathie et d'autres, et que ces pratiques étaient basées sur des croyances promettant une guérison miraculeuse et sans risque. Sauf que les médecins qui pratiquent, notamment l'homéopathie, ne l'entendaient pas de cette oreille, et donc ils ont demandé à leurs instances disciplinaires, en l'occurrence les conseils départementaux de l'ordre des médecins, d'engager des procédures contre les médecins qui avaient signé cette chronique, en estimant que leurs propos étaient diffamatoire. Et puis, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est entrée dans la ronde. Hier, elle était sur RMC et on lui a demandé ce qu'elle pensait, tout simplement, de l'homéopathie. Et voici sa réponse. Les Français y sont attachés. C'est probablement un effet placebo. Si ça peut éviter d'utiliser des médicaments toxiques quelque part, je pense que nous y gagnons collectivement. Voilà, Donc, ça ne fait pas de mal. On continue à rembourser l'homéopathie. Nous verrons parce que ce sont... Ah, nous verrons. Non, mais nous verrons parce que les choses évoluent. Il y a en permanence une évaluation des médecines qu'on appelle complémentaires. Si ça continue à être bénéfique sans être nocif, ça continuera d'être remboursé. Alors, il n'y a pas forcément uniquement des grands spécialistes de ce sujet autour de cette table, je le dis tout de suite, mais ça n'empêche pas d'avoir un point de vue. C'est tout le sel de cette émission. Guillaume Bernard, l'homéopathie, c'est l'effet placebo ou ça... Écoutez, moi, ce que j'en sais, naturellement, c'est celui d'un cobaye, beaucoup plus que celui d'un spécialiste de la question. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que les médecines homéopathiques ne sont pas simplement curatives, elles peuvent être aussi préventives, et que donc, par conséquent, ça a été dit par le ministre, si j'ai bien compris, d'une certaine manière, ça peut éviter un certain nombre de dépenses supplémentaires. Mais très sincèrement, je crois qu'il y a un enjeu qui est peut-être plus important que doit-on rembourser. C'est peut-on le rembourser. C'est-à-dire qu'en fait, il faut placer le sujet. Peut-on, c'est-à-dire a-t-on assez d'argent ? A-t-on assez d'argent ? C'est-à-dire, il faut placer le sujet dans son contexte. Très sincèrement, à une époque où on n'a pas d'argent pour les soins palliatifs, où l'euthanasie arrive à grands pas, et j'ai cru comprendre que notre ministre de la Santé n'y était pas totalement hostile, à une époque où certains veulent même tuer Vincent Lambert, qui n'est absolument pas, en fin de vie, mais qui n'est qu'handicapé. Voilà, c'est une personne profondément handicapée, qui est hospitalisée depuis plus de 15 ans, je crois maintenant. Voilà. Et dont les médecins à l'hôpital de Reims arrêter l'alimentation et l'hydratation. Donc, je veux dire, à une époque où il y a des pressions financières pour mettre en place l'euthanasie et pour tuer Vincent Lambert, très sincèrement, rembourser rembourser l'homéopathie ne me paraît pas absolument une priorité. Je pense qu'il y a peut-être plus d'argent à mettre dans les soins palliatifs pour éviter l'euthanasie que pour rembourser l'homéopathie. Même si ce n'est probablement pas les mêmes montants. On a posé la question à nos internautes. Selon vous, faut-il rembourser les médicaments homéopathiques ? C'est assez partagé, mais il y a quand même une majorité, 59% qui dit non, et 41% disent oui. One Shot, qui est assez d'accord avec Guillaume Bernard, en tout cas sur le premier constat, la question n'est pas faut-il, mais peut-on rembourser l'homéopathie ? Tandis que Kiffé nous dit c'est un scandale économique et intellectuel de rembourser ces médicaments.
Éric de Coutty, avez-vous un point de vue sur cette question? J'ai écouté le docteur Bernard qui a mélangé plein de choses, plein de choses. On va dire qu'il a métapolitisé le sujet. Parti au meurtre de... Non, plus sérieusement, parce que là, c'est une confusion. Je ne sais pas si vos internautes ont tout compris. On a bien compris votre discours. Plus sérieusement, ce que je trouve amusant, dans ce que dit la ministre, c'est justement, elle dit, j'avais pas entendu cet argument, on dit ces médicaments ne servent à rien, mais si on ne les rembourse pas, les patients iront voir des médecins qui leur donneront des vrais médicaments qui coûteront plus cher. Et donc, finalement, on fait une économie, peut-être que je n'ai pas bien compris, mais on fait une économie en remboursant des médicaments qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien, sauf que l'effet placebo, c'est que ça sert quand même, mais pas à cause uniquement psychologiquement, on va dire. Oui, pas à cause des principes actifs qui sont dans les médicaments. Donc la question c'est, et là moi je ne saurais pas répondre, est-ce que ces médicaments-là sont nocifs ou pas? S'ils ne sont pas nocifs et s'ils ont un effet placebo et qui finalement font faire des économies à la sécurité sociale, bah pourquoi pas? Véronique Reissoult. En tout cas, ce n'est pas un sujet qui a passionné les internautes, honnêtement. Il n'y a pas beaucoup de messages. On a pu constater la puissance d'influence du Figaro, ça c'est sûr, parce que le hashtag FakeMade qui a été utilisé à l'issue de cette tribune a été plus utilisé que les discussions sur l'homéopathie elle-même. Donc voilà, c'est plus un sujet autour de la tribune. Et après, globalement, il y a des débats visiblement sempiternels entre les pour et les contre, et des débats de gens qui disent « mais moi j'ai... beaucoup d'expériences de famille, de gens, de preuves que ça fonctionne, et l'inverse, voilà. Mais ça n'a pas vraiment... Je crois qu'on arrive à peine à 14 000 messages sur l'ensemble de la semaine, dont 6 000 sur FakeMade à l'issue de la tribune. Donc on ne peut pas dire que c'est un sujet qui mobilise l'opinion. Vous êtes prudent là-dessus. Il ne ramène pas... Alors peut-être qu'après votre intervention, ça va s'enflammer, mais là, tout de suite... Ils n'ont pas fait un lien tout à fait direct. Une comparaison sur la question des coûts, et qu'à choisir, il vaut mieux utiliser l'argent public pour les soins palliatifs plutôt que sur l'homéopathie. C'est pas grave d'avoir relancé. Je pense qu'on aurait pu imaginer que les gens partent sur ce sujet-là. Non, pas du tout. Honnêtement, c'est plus un débat homéopathie, pas homéopathie. Il n'y a pas eu tant de débats que ça sur les montants que ça représentait. Je vous donne quelques points de vue d'internautes. Le droitiste nous dit: pourquoi rembourser un médicament bidon alors que les somnifères sont remboursés à 15% par la sécurité sociale? Donc j'imagine qu'il a plutôt des doutes, le droitiste, sur l'efficacité de l'homéopathie. Voilà, et puis l'homéopathie, nous dit François, je n'y crois pas trop, mais je n'empêche personne d'y croire, même si je préfère les méthodes qui ont fait leurs preuves. Voilà. Voilà, et puis 34 nous dit, mais est-ce qu'on va licencier dans les grands laboratoires qui produisent ces médicaments? Reda Didi, avez-vous un point de vue sur ce sujet? En fait, on s'était interrogé avec ma femme sur nos enfants et justement, on se questionnait sur l'effet placebo. Et donc, quand une de nos filles était malade, est-ce qu'il fallait lui donner un petit verre d'eau avec du sucre, en fait, donc l'effet placebo qui aurait du thé. On a fait ça. Et moi, j'ai beaucoup usé de ça. Et en même temps, ma femme m'a... Ça marchait? Mais ça marchait très bien. Mais en fait, ma femme m'a interrogé en me disant, mais tu ne penses pas que ça va créer une accoutumance aux médicaments, en fait? Parce que ta fille pense que c'est un médicament et pense que c'est quelque chose d'utile. Donc, ensuite, quelle éducation elle va recevoir là-dessus? Ouais, c'est pas faux. Ouais. Ce qui est certain, c'est que effectivement, il y a des débats il y a le débat scientifique, et puis il y a des gens qui disent, mais regardez, puisque ça fait du bien, après tout, pourquoi ne pas continuer? Sur le fond, est-ce que vous trouvez, Éric de Coutty, qu'il est normal que l'ordre des médecins interdise à certains membres de tenir des propos trop brutaux ou trop offensifs contre l'homéopathie? Oui, enfin moi, tout ce qui a vocation à vouloir interdire la parole, ou brider la parole, je trouve ça dérangeant. Donc, qu'il y ait des médecins qui s'expriment, moi je trouve ça, si c'est à votre question, je trouve ça très bien. Au contraire, plus les paroles seront libres et plus les débats seront riches, et n'empêchons pas les gens de parler. Je trouve que ces ordres qui sont là et qui veulent cadenasser les paroles, je trouve ça d'une autre époque, d'un autre monde. Et c'est d'autant plus, je suis parfaitement d'accord avec vous, et c'est d'autant plus ridicule qu'on est dans un domaine où les connaissances scientifiques évoluent, et où donc la preuve scientifique, elle est toujours remise en cause. Donc par conséquent, il ne peut pas y avoir de position définitive dans ces matières-là. Non, et puis ça renvoie à l'idée qu'on veut cadenasser, qu'on veut tenir le secret, les ordres qui soient d'ici ou d'un autre, ça a quelque chose de très dérangeant.
Pas de position définitive sur ce sujet. Bien sûr, ces propos pleins de sagesse, nous allons terminer notre émission. Merci beaucoup à tous les 4 d'y avoir participé. Merci à vous tous, les internautes. On se retrouve dans Point de vue. Ce sera lundi prochain, au même endroit. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver après un week-end que je vous souhaite joyeux. Merci beaucoup. À lundi.